Bonjour Damien, Salut Maximilien. merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu m'autorises à enregistrer, filmer, diffuser sur la planète Terre cet entretien? Oui, tu as mon autorisation. Parfait. Alors, pour commencer, étant donné que je ne te connais pas, comme pas mal de gens que j'interviewe, mais que tu n'es pas encore sur TF1 tous les matins, est-ce que tu vas pouvoir nous dire quelle est ta pratique, Ouais, ta formation de base, complémentaire, tes influences? ouais, Commence par ce ok. que tu veux. Moi, je suis psychologue clinicien. J'ai été formé à l'université d'Aix-Marseille et D'accord. j'ai fait tout mon cursus là-bas, donc jusqu'au Master 2. J'ai tenté l'expérience doctorale, mais je me suis heurté rapidement aux méandres administratifs de l'université. Donc, pour l'instant, c'est en pause, mais c'est un projet qui n'est pas du tout abandonné. Donc, t'as pas commencé à t'inscrire face au papier, tu… J'ai eu un début d'inscription, mais ça a été un peu compliqué. Voilà, ça a été au un petit départ. peu compliqué. Voilà. Ma pratique aujourd'hui, je suis hospitalier. Ouais, Je travaille dans une équipe mobile de soins palliatifs et en d'accord. même temps, j'ai du temps sur la médecine. Donc, j'ai un 100% en hôpital. Et j'ai une activité libérale qui est assez variée puisque je fais pas mal de supervision, notamment en crèche, puisque c'est un public qui m'intéresse beaucoup, les enfants. Donc, Ouais, je fais de la supervision en crèche, je fais de l'intervention en crèche, de l'observation de terrain beaucoup. Je reçois beaucoup d'enfants au cabinet. Et j'ai un autre volet qui me plaît particulièrement, c'est la formation. Je fais pas mal de formations et notamment sur un sujet que j'ai pas mal potassé, que je connais assez bien maintenant, c'est la sensibilisation au danger des écrans. Donc, je fais pas mal d'interventions là-dessus, je fais des conférences et je forme les médecins. continue. Continue. Pardon? Oui, j'ai un petit écho, un peu désagréable, je ne sais pas si c'est normal. Donc, tu continues encore sur les écrans? Ouais, ouais. Je fais beaucoup de prévention et là, maintenant, j'interviens pour une boîte qui forme les médecins en fait. Et je D'accord. suis expert pour cette boîte, donc je fais de la formation aux médecins sur les dangers des écrans pour les enfants et pour D'accord. les ados. Ok, non, Voilà. si je te pose la question, c'est parce que j'ai fait quelques conférences sur le sujet et que pour ma part, personnellement, au bout d'un moment, c'était compliqué de rappeler toujours les mêmes choses. Ouais, Et puis surtout, j'avais souvent, les gens qui y venaient étaient finalement déjà convertis à l'idée. Et les gens ouais. qui s'en fichaient, les assistantes maternelles qui mettaient des iPads accrochés dans les landaus, n'avaient pas envie de venir pour en parler de tout ça, en fait. Ouais. Ben, Voilà. si tu veux, ici, alors moi je suis dans le Vaucluse, hein, je ne l'ai pas précisé, je suis dans le Vaucluse, je suis dans le sud de la France. Ouais, C'est là le territoire sur lequel je suis moi, c'est un territoire qui est finalement assez pauvre en termes de présence psy. d'accord. Et du coup, alors ça a une petite spécificité, c'est qu'en fait, on a plein de casquettes et on est des fois à une place, on n'est pas forcément à une place de psy, quoi. On est un peu, moi j'ai souvent tendance à faire le parallèle avec le psy généraliste, quoi. Tu vois, comme il y aurait le médecin traitant, le médecin de campagne, on est un peu le psy généraliste et du Le coup, psy de campagne, alors. ouais, un petit peu le psy de campagne. Et en fait, c'est plus de l'information aux personnes. Et donc, en fait, les personnes, quand elles viennent à ces conférences-là, elles sont vraiment dans une attente d'information. C'est-à-dire elles savent pas. Et, moi, je commence toujours mes conférences en demandant un petit peu comme ça au public, c'est une façon de faire participer, qu'est-ce qu'ils en pensent, tu vois, des écrans, à combien ils estiment le nombre d'heures pour les gosses, à partir de quel âge, etc., de façon un peu à jauger un petit peu les connaissances qu'ils peuvent avoir. Et effectivement, c'est un public qui est assez vierge en termes d'information, même s'ils ont un petit pressentiment de quelque chose. Euh, donc pour l'instant, si tu veux, je ne me D'accord. suis pas encore porté à ça, quoi. Donc, c'est toutes tes activités, c'est déjà pas mal, Ouais, hein. ouais, Tu as eu des formations complémentaires pour ta pratique clinique ou pas? ouais. Alors en fait, comme tu le sais, puisque Serge Maury est déjà passé et qu'il a déjà parlé un petit peu de l'orientation très analytique d'Aix. Moi, j'ai une formation qui est quand même basée fortement sur la psychanalyse, que ce Ouais. soit lacanien ou freudien. Après, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient assez éclectiques, comme Jean-Louis Pedinielli, un mec qui avait déjà compris qu'il fallait voilà, s'ouvrir à d'autres approches. Bah, c'est ce Et qu'on a puis, vu bon, moi, avec Serge. Ce qu'on a vu avec ouais, Serge aussi, c'est qu'on peut faire référence à la psychanalyse et et c'est finalement exactement ça. avoir une pratique
sur de tout la à fait. thérapie plus brève, etc. Ouais. C'est ça. Et puis moi, dans mon parcours, j'ai eu la particularité de me faire refouler à l'entrée du M2. Donc, je me suis retrouvé en M1, une main devant, une main derrière. Et j'ai eu une roue de secours qui m'est apparue un petit peu miraculeusement. Donc, j'ai fait un master 2 de philo, influence et argumentation sociale. Donc, ça m'a ouvert sur la philo que je connaissais déjà parce que ça m'avait passionné en terminale. Et donc, du coup, alors, j'ai pas validé parce que ça m'intéressait pas d'avoir le Master 2. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une inscription à la fac pour avoir une convention de stage pour pouvoir représenter un dossier en M2. Hmm. Mais j'ai fait un an de philo. Et donc, du coup, si tu veux, presque naturellement, je me suis ouvert à d'autres approches qui m'a conduit, pour répondre à ta question, à aller me former à la fin de la fac à deux trucs, deux courants qui ne sont pas du tout dans la même veine. Les thérapies narratives, c'est là que j'ai rencontré Serge Maury. J'ai ma formation en thérapie narrative, qui, comme tu le sais, s'appuie sur un socle philosophique assez important, hein, tout au courant de la French Theory. Et je me suis aussi formé, j'ai la première session de MDR. D'accord. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour traiter voilà, tout ce qui est le psychotrauma, etc. Le trauma en première chose, mais certains l'utilisent pour d'autres Pour choses. tout. Alors, Ouais. psychanalyse, EMDR, thérapie narrative. Ouais. Comment c'est rangé dans ton crâne? C'est bien rangé? Ça, y C'est, a euh, pour moi, c'est très clair en fait. Si tu veux, c'est pas des choses qui sont antagonistes. C'est simplement une façon d'ouvrir le champ quand je reçois les patients, euh, parce que la façon que j'ai de voir moi la relation avec le patient et la façon que j'ai de voir la psychologie, c'est qu'on a affaire à la matière humaine. C'est ce qu'il y a de Ouais. plus complexe. Donc avoir l'ambition d'embrasser avec une seule approche cette complexité-là, pour moi, c'est une aberration. Bah, c'est ce Donc, que je plus. pense, c'est ce que je pense Ouais, aussi, mais certains me diront que je viens picorer à droite à gauche et que, notamment la psychanalyse, la plupart du temps, c'est ce qu'on va mettre le plus souvent en avant, oui, doit oui. permettre de pouvoir entendre toutes les réalités humaines et il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres trucs. Mais bon, pour toi, en fait, une théorie a des limites, quoi. Bah, si tu veux, pour moi, j'entends l'argument qu'on peut t'opposer, que tu viens de donner là, sur le fait d'aller picorer à droite à gauche. Si tu ne maîtrises pas les socles théoriques et que c'est simplement aller piquer un truc, oui, d'accord, pourquoi pas, ça s'entend. Maintenant, moi, la façon que j'ai de faire, c'est de connaître les théories que j'utilise, non pas pour les plaquer à la personne et à vouloir absolument les faire rentrer dans ce schéma-là, mais simplement se dire qu'à un moment, il y a plusieurs strates. Quand on reçoit une personne, il y a plusieurs couches, que ce soit à une problématique, à un symptôme, à quoi que ce soit. Et plus on va avoir de lunettes à disposition pour pouvoir Hmm. voir ces choses-là, et plus on va pouvoir apporter quelque chose à la personne qui vient nous consulter. Ouais, Enfin, Friedrich pour moi, Perls, qui était gestaltiste, qui a développé la gestalt thérapie, parlait de pelure d'oignon, de couches d'oignon, en fait. C'était ouais, l'image qu'il utilisait souvent. il y a un peu de quelque chose, la Gestalt là-dedans. Après, moi, j'ai une façon de voir le job qui est aussi que la théorie, c'est bien, c'est essentiel, et c'est ce que la fac nous donne. Maintenant, il y a la question de la pratique. Et à cette question-là, malheureusement, en France, personne n'y répond. Donc, on est un peu C'est-à-dire, libre. tu peux expliquer? C'est-à-dire, parce que moi, ça me parle, mais peut-être on pense pas la même chose. Est-ce que tu peux Ben, expliquer? c'est-à-dire que contrairement, alors moi je vais faire souvent l'analogie avec la médecine, hein, donc ceux qui veulent y voir quelconque, je ne sais pas quoi, ben, ils y voient, mais bon, c'est ce que je vois à 100% de mon temps puisque je suis à l'hôpital tout le temps. Si tu veux, c'est contrairement aux médecins qui eux ont un internat dès la quatrième année, je crois, commencent à mettre les mains dans le cambouis et à se frotter à ce qui est un patient, ce qui est la clinique, ce qui est tout ça. Nous, on fait des études de cas. Voilà, donc en fait, quand tu arrives à ton premier stage où tu fais de l'observation, ça dure de mémoire 60 heures ou un truc comme ça. Enfin, à mon époque, c'était un truc comme ça, c'était absolument insignifiant. Finalement, tu ne sais pas ce que c'est de recevoir un patient, tu ne sais pas ce que c'est de mener un entretien. Tu vas faire un stage de M1, comme moi, ça m'est arrivé, où tu tombes sur un stage pourri. Finalement, tu te retrouves à servir le café et les gâteaux. La pratique, tu ne connais pas. Et puis, tu arrives à ton M2, tu finis, tu as ton diplôme, tu sors, tu vas te présenter, tu es embauché et on te dit voilà, monsieur, c'est psychologue, allez-y, vous pouvez lui parler.
résultat des courses, tu as t'as moins de 500 ou 600 heures derrière toi de pratique et on te demande d'assurer de faire le job. Pas possible. Hmm. Donc, si tu veux, à un moment, tu es obligé de te dépatouiller. Donc, moi, j'ai cette chance-là d'être un bouffeur de livres. J'adore ça. Je lis enfin, je sais pas combien de bouquins par semaine. Donc, je suis allé chercher des réponses dans les livres. Je suis allé chercher des réponses dans la philo parce que ben, c'était un petit peu mon background. Et je me suis dépatouillé, tu vois, avec ça. Et puis, j'ai eu la chance de trouver la thérapie narrative qui m'a offert pas mal d'outils. Et donc, je me dépatouille dans ma pratique avec ça. Il y a d'autres influences d'ailleurs par rapport à tes lectures ou tes formations, il y a d'autres influences? Moi, j'aime beaucoup l'approche de Carl Rogers. Ouais. C'est un petit peu, voilà. Après, je suis allé piocher un peu chez Milton Erickson. J'ai eu ma période un petit peu hypnose, sans en faire. Hein. J'ai jamais fait d'hypnose parce que c'est pas un truc qui me botte, mais sur toute la théorie qui sous-tend, sur les images de flottants, j'aime bien Carl Jung. Je sais que c'est un Mhm. peu dépassé, mais j'aime bien Jung, j'aime bien les archétypes jungiens, les objets flottants, tout ça. Et puis après, c'est vraiment tout ce qui est la French Theory, donc c'est Deleuze, Foucault, Guattari, l'anti-Oedipe, tu sais, le fameux anti-Oedipe, tout ça. Ouais, moi, c'est vraiment les trucs sur lesquels je m'appuie. Et la psychanalyse, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, la psychanalyse pour moi est toujours présente, malgré tout, dans l'écoute et dans la façon que j'ai de voir un petit peu la construction d'une personne. Voilà. Maintenant, ça n'empêche pas du tout d'évoluer avec des mecs comme Foucault qui te disent qu'on est sur du constructionnisme, Mhm. l'influence extérieure permet à une personne aussi de se construire, etc. Je vais te poser une question. Alors désolé, parce que quand je commence à parler, il y a un petit écho qui disparaît. Bon, enfin, peut-être qu'on l'aura dans la vidéo. Alors, il me vient la question que j'ai envie de te poser, qu'on me pose souvent, c'est finalement, tu pourrais tout adjoindre dans ton sac, ou est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, n'auront pas de place, des approches, des thérapies, pas qui sont mauvaises en soi, mais qui n'iraient pas dans ton modèle, quoi. De quoi tu es le plus éloigné, par exemple? En fait, je suis éloigné de rien, très D'accord. sincèrement, je suis éloigné de rien. Maintenant, moi, j'aime bien faire. En fait, je vais te raconter une anecdote, tu vas comprendre. J'ai eu celle qui nous faisait le GRP, tu sais, en M2, le groupe de réflexion. C'est le groupe de réflexion sur la pratique, D'accord. qui était une femme d'un certain âge, qui me faisait penser à Maître Yoda. Elle était toute petite, elle avait des cheveux comme ça, mais qui transpirait la sagesse, quoi. Et un jour, je rapporte un cas que j'avais rencontré dans mon stage. Et elle m'arrête en plein milieu et elle me dit: Mais pourquoi vous n'avez pas pris ce gamin dans vos bras? Attends, un psy, il prend pas les gosses dans ses bras. Enfin, pour moi, la représentation que j'avais du psy, c'était pas ça. Elle m'a dit: C'est pas ça la relation thérapeutique. Elle m'a dit: Il faut que vous veniez comme tel que vous êtes, comme vous êtes, un peu comme McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Elle m'a sorti un truc comme ça. Et donc, du coup, je me l'applique tous les jours. C'est-à-dire que je pratique de la manière que je le ressens. Et donc là, aujourd'hui, EMDR, thérapie narrative, psychanalyse en fond d'écoute, c'est aujourd'hui, moi, c'est la façon que j'ai de faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est la panacée, que c'est l'alpha et l'oméga. Est-ce Par qu'il contre, moi, ça répond à tes besoins, ça te va bien, et ouais, puis j'imagine que ça doit répondre à des besoins des patients. c'est ça. C'est ça. Et puis moi, j'oublie pas non plus que l'alliance thérapeutique et la confiance que la personne qui est en face de toi a dans son thérapeute, c'est un pourcentage non négligeable de la réussite de la psychothérapie aussi. Hmm. Donc, si toi, tu es à l'aise dans tes bottes avec ce que tu fais et avec ce que tu proposes, ben, il y a de fortes chances que ça matche, quoi. Oui, puis il faut Donc, bien qu'à un moment donné, la construction se fasse effectivement avec une personne qu'on a en face de nous. Donc, souvent, moi, j'ai envie de dire à des personnes un peu réfractaires, il ne suffit pas de détenir la vérité universelle. Encore faut-il que la personne en face, elle ait envie d'entendre, qu'elle ait envie de recevoir ça, qu'elle ait envie d'en faire quelque chose, que ça fasse sens pour elle et qu'on puisse complètement. avancer à deux. Et que parfois, même si le français est la plus belle langue du monde, bah, tout le monde ne la parle pas. Et que peut-être que si la thérapie est la plus efficace du monde, bah, va peut-être pas parler au type d'en face. Et donc, on est quand même confronté cliniquement à ces limites. Et c'est pour Oui, ça que oui, souvent, j'aime bien complètement. savoir qui bosse en face de moi dans ceux qui critiquent.
Parce que quand on bosse, il y a un moment donné, n'importe qui te dira, le plus grand psychanalyste du monde ou le plus grand comportementaliste te dira, bah, il y a des moments où bah, j'ai rajusté des choses, ou peut-être que c'était pas adapté, c'était pas le moment pour la personne aussi. Oui, et puis Foucault te dirait que de toute façon, il n'y a pas une vérité. La vérité seule n'existe pas. Il y a des vérités. Et je vais te citer ma grand-mère qui te disait 36 danses dans la tête, aucune que les pieds savent danser. Donc à un moment, il faut bien que tu t'inscrives dans quelque chose. Même si toutes les approches pour moi s'entendent à partir du moment où voilà, elles ont passé un peu l'épreuve de la pratique, euh, tu peux pas non plus, tu peux C'est pas très, avoir l'ambition. Tu c'est peux pas très avoir français l'ambition. ce départ, hein. C'est très français ça, parce que ce que tu racontes Oui, quand tu vas en Suisse, quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas… moi, j'ai vu que c'était largement parfois dépassé dans les écrits, dans les conférences, dans les recherches aussi cliniques, où tu peux avoir à un étage des psychanalystes, à l'autre des comportementalistes, et puis il en sort un article, une recherche avec des mélanges de points de vue, etc. Donc, c'est sûr que ouais, quand on parle pratique, c'est pour ça que pour moi, l'intégration est intéressante parce que c'est bien censé sûr. déjà remettre les pratiques sur le même niveau. Puis après, on peut remonter et puis se demander si ça va ensemble ou pas. Peut-être que ça ne va pas ensemble. Mais pour moi, à un moment donné, il y a le terrain, il se passe quelque chose. Toujours pour ça que c'est plus pertinent d'être dans la pratique plutôt que dans l'étude de cas, dans la réexplication et l'interprétation de la réalité. Mais parfois, de filmer un entretien et de le voir tous ensemble, moi, je trouve que d'un seul coup, ça calme tout le monde, Mais même bien les, sûr, même les plus idiots. Et puis là, on est dedans. Et puis bien là, on sûr. peut se poser des questions en fonction de ce qu'on voit, ce qu'on Mais, entend. mais, mais rappelle-toi, c'est ce qu'il faisait. Je ne sais pas si tu avais vu ça dans tes cours, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un prof qui était à Palo Alto quand la systémie a commencé à naître. Ouais, Et il me racontait que la grande révolution de Palo Alto, c'était deux choses. C'était un, la vitre sans teint, ouais, c'est-à-dire qu'il y avait des collègues thérapeutes qui étaient derrière la vitre et qui prenaient le relais quand ça allait pas. Et deux, c'était le fait de filmer les mm, entretiens parce que, comme tu dis, à un moment, quand tu filmes l'entretien, que tu as pris du recul par rapport à ce qui se passe, tu te rends compte que tout le monde est passé à côté de quelque chose et que finalement, in situ, tout le monde pensait que ça, mais quand tu prends du recul par rapport à l'entretien, finalement, il s'est passé des trucs que tu n'as pas vu pendant l'entretien. Donc, clairement. moi, c'est pour ça que la théorie, pour moi, est quelque chose d'essentiel parce qu'on est quand même un boulot où il faut quand même cogiter, réfléchir et on a besoin de ce support-là et de s'étayer avec ça. Mais par contre, la pratique, c'est pas moins que la théorie, c'est autant. Et parler, c'est bien, réfléchir tout le temps, c'est bien, mais à un moment, moi je bosse avec un médecin qui te dit à un moment, il faut aller au mastic, quoi. Si tu n'y vas pas, ben, il ne se passera rien. T'as un Donc petit si tu côté Serge Maury quand même. Ouais, j'ai un petit côté Serge Maury, je l'ai eu comme chargé de cours, donc si tu veux, c'est normal qu'il y ait une influence. On entend, il n'y a pas que l'accent qu'on entend. Ah, pourtant, j'ai pas trop d'accent. Ah, tu as des phrases, tu as 3-4 phrases là où j'ai dit ah, là, l'accent arrive et en plus, j'ai l'impression d'entendre la voix de Serge. Donc, oui, Serge, Ça t'es va lui parmi faire, nous, tu nous entends, t'es quelque part. ça va lui Euh, faire plaisir. bon, bah, c'est vachement intéressant. C'est pas mal, ça me fait toujours du bien d'entendre qu'on peut avoir ce genre de discours. Après, j'ai tendance à dire que quand on est vraiment franco-français et qu'on a mangé que de la psycho, c'est peut-être compliqué. Quand on allait voir ce qui se passe ailleurs ou qu'on a lu des bouquins d'anthropo, de philo, tout ça, Ouais, c'est beaucoup plus ouais, ouais. simple à un moment donné de remettre en question les sous-bassements sur lesquels on est. On est parfois dans un truc un peu moins religieux. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la philo, c'est de pouvoir déconstruire Ah, complètement. le sol bien solide sur lequel on est en se disant, mais ça se trouve, il n'existe pas. Ça se trouve, il n'y en a pas. Ça se trouve, je suis même pas sur ce sol. Et donc là, je me dis, là, ça peut devenir pertinent. Voilà. Bah oui. La C'est ça qui est, c'est ça philosophie. qui est- c'est ça qui est- enfin, si tu veux, moi, c'est le principal apport que j'ai trouvé dans la philo. Alors, tu parles d'anthropo, c'est intéressant parce que là, je me suis remis à lire, tu sais, Triste Tropique de Lévi-Strauss. Mhm. Et c'est pareil, enfin, c'est des domaines, malheureusement, dont on nous parle peu à la fac Ouais. et qui en fait nous renseignent sur l'histoire de notre pratique, sur l'histoire de la psycho. Et finalement, il y a très peu d'étudiants Ouais. qui connaissent ça, et très peu de personnes savent que Michel Foucault avait un doctorat en psychologie, À par ce exemple. près, ça me fait penser à Grégory Bateson. Il n'aurait jamais été aussi merveilleux s'il n'avait pas été anthropologue.
quand il dit que finalement le sommeil, le travail, tout ça n'est que normé d'une certaine manière et n'est pas naturel, c'est pertinent. Mais moi, j'ai eu les mêmes constats que toi quand j'étais chargé de cours. Et je Mm. râlais, je pestais quand j'étais à terre, c'est pareil. Je me disais, il faut leur dire, il faut leur expliquer les soubassements de leurs pensées à ces jeunes qui sont en train de se construire. Mais en fait, moi, c'est mon expérience dans différentes facs, la majorité s'en foutait. Euh, Complètement. Mais c'est ce que j'allais te dire. Moi, quand j'ai été chargé de cours à c'est la quand tu fac, c'est sors, pareil. J'ai fait le même constat que toi. c'est quand tu sors que tu attrapes Foucault, tu le lis, tu fais ah d'accord, mais c'est beaucoup plus puissant que quand je l'ai lu en deuxième année parce que je m'en foutais en fait en deuxième année. Je Ah m'étais pas oui. encore confronté au réel, comme dirait Jaco. Et une fois que je me suis confronté au réel, ben, là d'un seul coup, j'ai envie de comprendre quelque chose. Ah oui. D'où ce que je te disais sur le fait que tu n'es dans ton cursus universitaire uniquement que de la théorie, tu ne recherches finalement dans cette théorie que les représentations. En fait, tu ne confrontes ta théorie qu'aux représentations que tu as du métier. Hmm. Et il ne faut pas se leurrer. J'avais un prof à la fac qui s'appelait André Quadéry qui a eu cette phrase un jour magnifique qui nous a dit si Freud revenait aujourd'hui, s'il avait à écrire psychopathologie de la vie quotidienne, il n'écrirait pas sur les lapsus et les actes manqués, il écrirait sur les affiches de pub, sur les films et sur les séries. Nos représentations aujourd'hui sortent de ça. Et Hmm. qu'est-ce que c'est un psy quand tu n'as jamais vu ce qu'était un psy en vrai? En fait, c'est ce que tu vois à la télé. Donc, soit c'est le mec qui est assis, qui ne parle pas et qui prend 500 balles, soit c'est le type qui pose des questions qui servent à rien, soit c'est le mec qui est juste capable de te dire et vous. Et donc finalement, ou alors c'est le psy américain qui est blindé parce qu'aux États-Unis, le doctorat de psychologie, il coûte plus cher que le doctorat de médecine. Ça, on ne sait pas, mais c'est une réalité. Du coup, tu te dis, bon, allez, ouais, je veux vite lire, je veux lire Freud, à la limite Lacan, si tu as un peu fait, tu vois, que tu as un peu cherché, mais tous les autres auteurs n'existent pas. Hmm. D'autres auteurs n'existent pas. Et donc, ne parlons même pas de l'école anglaise, ne parlons même pas de l'école allemande, ne parlons pas de tout ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la seule référentiel qu'on a, c'est Freud. Et donc, à mon avis, si on introduit de la pratique rapidement à la fac, Hmm. on va se confronter On va justement perdre à des cette... enseignants. On va perdre des enseignants. On Pas va peut-être. forcément, pas forcément. Ouais, mais je suis pas sûr que ça plaira à tout le monde non plus. Mais en tout cas, évidemment, tout le monde voudrait de la pratique. Trouve-moi quelqu'un qui me dirait non. Moi, un jour, je trouverai. Enfin, j'espère, mais je crois que je trouverai jamais. Tout le monde veut de la pratique. Mais malheureusement, c'est jamais possible. Parce que ça renvoie aussi aux études de cas qu'on avait vivantes, les présentations de cas à l'hôpital, notamment à Sainte-Anne, et qu'on ne veut pas utiliser les gens comme des objets, etc., etc. Maintenant, ça a été contourné, comme je le dis souvent au Québec, comme on l'a entendu dans la première vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avoir un lieu où on va se faire un stage avec comme superviseur les profs qu'on a. Mais est-ce que tous les profs qu'on a eus seraient prêts à nous superviser? Parce que tous n'avaient pas C'est une pas, pratique clinique. Tous n'avaient pas une pratique clinique et c'est évident. Donc, tu vois, tout de suite se pose la question. Voilà. Je suis bien en sûr, train de t'amener vers la profession tout doucement. pas de souci. Comme Au un contraire. illusionniste, là, hop là. Et donc, je vais rendre le micro que je suis en train de piquer et je vais te le rendre. Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui m'amènes ou est-ce que je te donne pas l'illusion de m'amener là? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la profession alors? France les Eh ben, psychologues en 2020 et puis en faisant un retour en arrière s'il y a besoin, qu'est-ce que tu en penses? je pense que c'est une profession qui est très inégale. Mhm. Voilà ce que je pense. Première chose, c'est que c'est une profession qui est très inégale. C'est-à-dire qu'en fait, si je me mets du côté du patient, quand je vais voir un psychologue, je ne suis pas sûr de qui je vais voir. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui s'est dit qu'avec le bac plus 5, ça suffisait. Ouais. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a poussé jusqu'au doctorat. Et donc, tu auras quelqu'un qui a un bac plus 8 avec une réflexion sur un sujet, qui a soutenu une thèse, qui a fait ce travail de recherche. Pour un Je sujet. peux tomber sur un sujet, oui, sur un sujet, bien sûr. Admettons que quelqu'un ait fait, je sais pas moi, un travail sur l'addiction et que le mec il va pour un problème d'alcoolisme. S'il va voir le psy A et le psy B, déjà, c'est pas la même chose. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a décidé d'être dans un processus de formation continue et donc qui va être au fait des dernières recherches, des évolutions des différentes thérapies, des derniers courants qui se créent, etc. Donc c'est une profession qui est très inégale. Ça, c'est la première chose que je pense de la profession, c'est inégal. La deuxième chose que je pense, et je vais faire un lien avec ce que j'ai entendu dans une précédente vidéo où tu parlais que c'était une profession qui avait un trouble identitaire un petit peu. Ah oui? Ouais. Alors moi, je pense
je pense qu'il y a un problème avec l'identité, mais je dirais pas que c'est un trouble. Je dirais qu'en fait, on est dans comme un processus, tu sais, un enfant qui grandit, qui est arrivé à l'adolescence. En fait. On est une profession ado. On est Je une vais te profession. laisser, mais la petite parenthèse que je veux faire, c'est que c'est l'argument qu'on me sort toujours, et puis il faut Ouais, avoir un ouais, peu de patience, et la profession est jeune. Ça, je veux bien l'entendre, mais oui, bon. oui, mais alors tu sais, je vais te dire un truc. Moi, le fait qu'on soit jeune, on n'est pas obligé d'être con parce qu'on est jeune. Hein. C'est mon avis. On peut être jeune et avoir quand même un certain discernement. Mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, la profession est née, il y a eu une gestation qui a été compliquée. On connaît tous l'histoire de Freud, ça a été compliqué, on l'a traité de fou, etc. Donc moi, j'assimile ça à une grossesse un peu agitée. Il y a eu une naissance dans la douleur avec toutes les critiques qui s'est prises sur le coin de la tronche, en quoi c'était un pervers, un obsédé, etc. Peut-être qu'il y a une part de vrai, après tout, je ne sais pas. Peut-être qu'Onfray n'a pas tout à fait tort, je ne sais pas. Et puis, le bébé a grandi et on arrive aujourd'hui à la question de savoir qui est-ce qu'on est. Oui, mais sauf que là, tu parles de la psychanalyse. Tu n'es plus Non, dans la psychologie. Tu nous parles de non, parce Freud que et de la gestation freudienne. oui, ben oui, parce que qu'on le veuille ou non, Freud a été à l'initiative de l'ouverture d'un quelque chose sur la vie psychique. Qu'après on veuille s'inscrire uniquement à l'intérieur de ça, c'est un peu l'enfant idéal et l'idéal de l'enfant, tu vois, c'est les deux trucs quoi. Libre à ceux qui veulent continuer à faire la psychanalyse. Et moi j'ai cette blague fameuse sur la psychanalyse qui dit, le mec est allé voir comme psychanalyse, il dit j'ai fait une psychanalyse de 15 ans parce que je pissais au lit. Le mec lui dit alors maintenant tu pisses plus au lit. Il dit si, mais maintenant je m'en fous. Bon, ben, pas réglé le problème. Tu vois mais par contre, voilà, c'est une espèce de truc un peu psychanalytique. Quoi. Et aujourd'hui, on se cherche et on a un gros problème identitaire sur le fait de savoir est-ce qu'on va se jeter dans le bain ou pas. Tu Mhm. vois, pour moi, on a 18 ans, on doit quitter papa et maman, mais ça fait vachement flipper et en même temps, on en a très envie. Voilà, pour moi, on est à cette croisée des chemins-là. Et, et si tu veux, il y a derrière cette question-là, plus sérieusement, en dehors de la métaphore, la question de la prise de responsabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les psychologues en France euh, acceptent de porter et d'assumer les responsabilités qui sont inhérentes à l'évolution de la profession? Je te donne un exemple pour illustrer ça. Je veux un exemple. Ouais, je te donne un exemple. Moi, dans l'hôpital où je suis, on m'appelle des fois aux urgences. Voilà. J'ai des bonnes relations avec les urgentistes. Et ils m'appellent, ils me disent voilà Damien, on a une gamine qui est rentrée pour une TS, etc. Est-ce que tu peux venir l'évaluer Je descends, je vais voir la gamine. On me dit est-ce que je la laisse sortir ou pas? Mhm. Sauf que c'est pas moi qui signe, hein, Mhm. c'est le médecin. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Maintenant, la question est de savoir est-ce que j'assume de signer le papier si demain j'en ai la responsabilité ou pas? Mhm. Est-ce que j'accepte cette responsabilité-là? Est-ce que les psychologues en France accepteraient d'avoir une position qui fasse que c'est eux qui vont signer le papier? Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de critiquer en disant oui, les médecins, le ci, le ça, etc. Mais en attendant, le fait de ne pas signer le papier, bah, si tu veux, bah, c'est lui qui prend la responsabilité. Ça Donc, nous tu as plein arrange bien. d'une certaine manière, oui, et ça arrange bien certains, pas d'autres. Mhm. Moi, en l'occurrence, j'accepte de signer le papier, c'est pas un souci. Si je dis elle sort pas, j'accepte. Mais est-ce que l'ensemble de la profession est prête à rentrer dans l'âge adulte? Il y Pour a, moi, c'est la vraie il question. y a la question du point juridique dans ce que tu soulignes, parce que quand on a un ordre des médecins, on peut toujours à ce moment-là dire, voilà, j'ai discuté avec l'ordre, je leur ai expliqué ma démarche, ils constatent et ils sont d'accord avec moi, les experts, que ma décision, elle était sensée et logique et que je ne suis pas Dieu et que je ne pouvais pas prévoir ce qui allait se passer. Et donc, je peux à ce moment-là, je ne suis pas tout seul. Quand tu décris, quand tu décris Oui, ça, moi, ce qui m'embarrasse, c'est que tu peux avoir des arguments, mais il me semblera intéressant, l'ordre ou pas ordre, mais l'ordre permet à un moment donné d'avoir un collectif de spécialistes qui vont pouvoir rendre une réponse par rapport à ce que tu as fait et qui oui, bien pourront sûr. dire la démarche qu'il a suivie est tout à fait correcte, entendable, c'est celle qui a été mise au point et donc elle n'est pas contestable. Voilà. Et donc Mais Damien, oui, il n'a pas fait de conneries et donc on s'en porte garant, bonne journée. Et là, bien sûr. c'est plus la même chose, tu vois, parce que le problème dans ce que tu dis, c'est que j'aurais peur qu'on se dise, bah là, Damien, il est bon clinicien, il a eu du pif, peut-être qu'un jour il n'en aura pas. Puis s'il n'en a pas, si on veut le voir comme ça, le problème, bah, comment il va se faire en fait tout seul? Il va devoir s'expliquer auprès de qui alors? Exactement, mais tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que pour moi, quand je parle de passer à l'âge adulte, pour moi, la question inhérente à ça, c'est la création
d'une instance ordinale Mmh. qui serait le rite de passage dans l'âge adulte, c'est-à-dire une profession qui s'assume et qui est capable d'assumer du coup les missions qu'un ordre a. Voilà. Mmh. Maintenant, là, moi, je suis un fervent défenseur de l'ordre, hein, des psychologues, pour que les choses soient claires et que je n'avance pas masqué. Je suis un fervent défenseur de l'ordre et ce depuis Ah, très enfin, longtemps. tu nous dis la vérité. Oui, oui, moi, je l'assume complètement. Maintenant, là, il ne faut pas non plus occulter le fait que ça soulève beaucoup de questions, parce qu'il faut être clair là-dessus. Les psychologues, c'est pas que les psychologues cliniciens. Moi, j'ai ma meilleure amie qui a fait psy-social, qui fait un boulot qui n'a plus rien à voir avec les cours qu'on a pu avoir de clinique, etc., qui a été chasseuse de tête, qui maintenant s'occupe de formation, qui fait du conseil management dans les entreprises. Enfin, elle a un poste, un boulot qui n'a rien à voir avec la psychologie qu'on vient de parler, Freud, Lacan, etc. Rien du tout. Maintenant, pour moi, elle est psy. C'est-à-dire, pour moi, elle est psy. Elle est Elle a un psychologue. Comment? Oui, cet écho m'agace un peu, mais c'est comme ça. Tu es loin de moi. Elle est embauchée en tant que psychologue, c'est ça ou pas? Parce que Je sais pas à c'est le quel titre elle a problème. été C'est-à-dire que si tu es psychologue et que tu deviens boucher charcutier, est-ce qu'on peut encore dire que tu peux te référer au code de déontologie parce que ta formation Non, si tu veux, non, non. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, non, mais elle a été embauchée sur la base de sa formation en psychologie. Oui, mais sauf que son poste, c'est pas psychologue non plus. Non, Oui. elle est pas psychologue, mais elle a été embauchée sur cette base-là. Donc, si tu veux, pour moi, si demain elle veut appartenir à l'ordre des psychologues, ça ne me pose aucun problème. Ouais, je comprends. Aucun problème. Parce que si tu veux, quand tu prends par exemple l'ordre des médecins ou l'ordre des avocats, pour pas qu'on fasse un procès de je sais pas quoi, ou tu prends l'ordre des avocats, à l'intérieur des avocats, tu as les avocats pénalistes, tu as les avocats au civil, tu as les avocats. Ça pose aucun souci. Un avocat pénaliste ne lui demande pas de te parler de droit civil. C'est extrêmement compliqué pour lui. Il en a fait il y a longtemps, mais son quotidien, c'est le pénal. Bon, ne demande pas à un psychologue clinicien de venir évaluer si tel ou tel conseil qu'une psychologue de la santé ou un psychologue du travail, plutôt, pardon, un psychologue du travail a donné est légitime ou pas. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que si demain il y a un litige ou quoi que ce soit, ça soit comme tu as dit, alors j'aime pas trop le mot d'expert, mais des personnes qui sont plus dans la psychologie du Un travail. collectif, voilà, un collectif de gens qui mettent l'information et puis qu'on Bien quelque sûr, chose à dire sérieusement, quoi. bien sûr, ça me pose absolument aucun Ce problème. qui se passe quand même en médecine, je veux dire, quand il y a un problème chirurgical et que le patient a un souci, bon, bah, il y a 5-6 types qui sont spécialistes du truc, qui prennent le dossier à froid et puis qui disent, bon, il s'est passé Voilà. quoi? On va revoir l'enregistrement, on va prendre le dossier du patient et puis on va interroger le type et puis on va… Et donc là, Exactement. pour moi, après, on peut proprement défendre les intérêts, les actions des gens, les recontextualiser aussi, les dépassionner, etc., quoi. Si tu veux, pour moi, pour moi, l'ordre a trois vertus majeures. Voilà, trois grosses vertus qui derrière se déplient. Pour moi, c'est vraiment ces trois axes. Pour moi, le premier axe, c'est une reconnaissance du titre et du droit d'exercer. C'est-à-dire que ne pourra exercer ou ne peut exercer que des personnes qui sont reconnues par l'ordre. Ça apporte une garantie aux patients. Donc, il faut une licence, un permis qui est renouvelé régulièrement, comme on fait. Non, même pas. C'est même pas. T'as même pas. Tu vois, j'aime pas trop les contraintes. Moi, je suis plutôt un adepte de la liberté, donc je vais pas emmerder les gens à se faire revalider, etc. Mais par contre, le fait que tu puisses afficher un numéro d'ordre, ça veut dire voilà, il y a une instance qui a vérifié que mon diplôme c'était le bon. Je te donne un exemple. Je suis intervenu dans une crèche il y a quelques années Ouais. où il y avait une femme qui venait et qui faisait des interventions. Cette femme, elle s'est présentée comme psychothérapeute. Elle n'était pas psychothérapeute. Elle était inscrite nulle part. Mais c'est tellement flou le terme de psy, de thérapeute, c'est tellement flou que si tu veux, la directrice qui était, je veux dire, voilà, avec de bonnes intentions, elle a vu cette femme arriver, qui lui a parlé un petit peu nani nana. Elle est venue, mais moi j'ai entendu les conférences qu'elle a faites, c'est dramatique. En fait, elle parle de son expérience en tant que mère, qui est respectable, mais à aucun moment il y a le début d'une once de quelque chose Oui. de psy, quoi. Et puis, tu peux pas la retoquer. Tu peux pas la retoquer en disant on est l'ordre des psychologues. Il n'y a pas d'ordre des psychothérapeutes non plus. Donc, finalement,
il n'y a pas de case à ce moment-là non plus, quoi. Et c'est vrai Donc, que ce serait peut-être intéressant qu'on puisse reprendre un psychologue à un moment donné par un c'est échange. Voilà. c'est pour ça que je te dis, moi, pour moi, le premier point, cette reconnaissance du titre, apporte de la sécurité aux patients. Voilà. Et pour moi, c'est essentiel. Dans le territoire dans lequel je suis, je vois trop souvent des personnes arriver qui me disent j'ai vu tel ou tel ou tel ou tel. Et derrière, ça fait 10 ans qu'il le voit, 10 ans qu'il lui file 50 ou 60 balles toutes les semaines. C'est de l'argent perdu parce que ça n'a rien fait. Voilà. Après, ça fait partie d'un des objectifs de l'ordre qu'on oublie souvent, c'est de faire, comme on dit, une interface avec le public. Et on parle de Tout la à fait. protection du public. Et au Québec, ils ont appuyé là-dessus. Et sauf que quand on en parle en France, quand tu dis ordre à quelqu'un qui n'est contre l'ordre, lui, il entend ordre sur lui, régulation de sa Et- pratique, perte de liberté, et il pense plus à la protection du patient. Il se dit, Oui, mais va Maximilien, bien, le problème, c'est que tu as comment faire. t'as une vieille garde. Tu as une vieille garde. Enfin, je veux dire, il faut le dire, dans notre pays, on a une vieille garde psychanalytique qui nous ressort sans arrêt cette litanie. Qu'est-ce qu'on entend par un ordre? Oh là là, ordre de quoi? Ordre de qui? Il faut arrêter un moment. Il faut arrêter. Je veux dire, moi, je veux bien tout entendre et discuter avec tout le monde, il n'y a aucun souci. Mais à un moment, il y a un côté pratique, il y a un côté pragmatique. Je vais reprendre ce que Serge disait parce que c'est ce que je dis depuis un certain temps. Si on ne se prend pas en main, il y a des gens qui vont nous prendre en main un jour. Il va se passer un drame ou n'importe quoi, et ça sera l'occasion, parce qu'on est dans une société où le buzz régit la vie médiatique et la vie sociétale. Il va se passer un drame, et on nous dira, voilà, vous n'avez jamais été capable de vous réguler, maintenant nous, on va vous réguler, et il va se passer ce qui s'est passé avec l'ordre des kinés, l'ordre des infirmiers, où c'est pas un ordre, c'est une dictature parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis, parce qu'ils ne se sont pas autorégulés et que c'est de l'extérieur qu'on est venu et qu'on leur a imposé quelque chose qui est absolument intenable. Alors, ça Donc, m'intrigue parce qu'il y a eu un débat. Quand tu seras publié, le débat, il a été publié hier. Donc, quand tu seras publié, il sera passé depuis un moment. Une des ouais, collègues disait que le gouvernement n'était pas pour les ordres, d'une certaine manière, parce que c'était une manière de faire du contre-pouvoir et que ça leur bien convenait sûr, pas. Mais toi, bien tu sûr, expliques qu'en fait, à l'inverse, on leur a imposé à ces professions un ordre pour bien sûr. pouvoir imposer une dictature. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire, il y a un bouquin de Foucault qui s'appelle Naissance de la clinique, je ne sais pas si tu le connais, qui parle un petit peu de comment est-ce que les médecins sont devenus les médecins d'aujourd'hui. Mhm. Voilà. Je veux dire, tout est dans le bouquin. Tout est dans le bouquin. En fait, à un moment, ils ont pris leur destin en main en foutant dehors les charlatans. Alors Foucault dénonce ça parce qu'il dit que c'est une façon monomaniaque de regarder les choses, toujours bon, peut-être, mais en attendant, aujourd'hui, ils ont un ordre qui les défend. C'est-à-dire que tu ne peux pas pratiquer la médecine comme ça, c'est interdit. Il y a une loi qui s'appelle la pratique illégale de la médecine, c'est un délit. Voilà. Demain, il y a quelqu'un qui vient à côté de mon cabinet, qui met une plaque de je ne sais pas quoi, mais avec les nouveaux termes qu'ils inventent maintenant, il y en a tellement psychopraticien, psycho-énergéticien, ce que tu veux. Si je mets une Personne plaque ne va de le dire. psychologue, si je mets une plaque de psychologue et que je suis pas psychologue, je peux être poursuivi également. Oui, bien sûr, mais Donc, pas besoin d'ordre. non, le problème, c'est pas de mettre une plaque de médecin ou pas. Le problème, c'est de faire de la médecine. Pas pareil. C'est de pratiquer la médecine. C'est-à-dire que tu peux faire de la pratique, une pratique de médecine cachée, c'est un délit. Si quelqu'un ouvre un cabinet de je ne sais pas quoi et qu'à l'intérieur de ce cabinet-là, il pratique de la psychothérapie ou quoi que ce soit, tu ne pourras rien lui dire. Hmm. Absolument rien. Parce Mais à qu'il n'aura pas partir, mis la tête de à psychologue. partir de quand on commence la psychothérapie, ça va être des questions qui sont emmerdantes, mais qu'il va falloir poser. Ben oui, mais c'est Parce ça que, devenir adulte. C'est ça devenir adulte, c'est se confronter à des questions qu'on a toujours voulu refuser de voir parce qu'elles nous angoissaient. Mais à un moment, il va falloir se les cogner. ouais. Il faut dire, moi, ça me pose, encore une fois, ça me pose aucun problème. Tu vois, d'avoir ces débats-là. Je préfère 1000 fois avoir un débat là-dessus qu'un débat sur, oui, mais alors, un ordre, ça veut dire que quelqu'un va venir nous contrôler. Mais à un moment, si tu es capable de parler de ta pratique, parce que ça aussi, c'est un souci quand tu demandes à un psychologue quelle est sa pratique, les mecs, ils se sentent agressés parce qu'ils ne se sentent pas capables ou ils se sentent pas, ou ils ont honte de dire qu'ils ne pratiquent pas uniquement de manière dogmatique de la psychanalyse ou ci ou ça. Mais moi, je ne suis pas dogmatique et je te parle de ma pratique sans problème et je suis capable d'en débattre. Si quelqu'un vient inspecter ton travail, moi, l'inspection, ce n'est pas un truc de dire ah, vous faites bien, vous faites pas bien. C'est simplement de dire est-ce que ce que tu fais là ne met pas le patient en danger?
j'estime que ça le met en danger. Est-ce que tu peux m'expliquer que ça ne le met pas en danger? Je prends un exemple caricatural exprès, capable de l'expliquer parce que tu as un socle théorique derrière qui t'appuie, pas de problème. Maintenant, tu as des carences dans ta pratique. Tu vois, par exemple, pour moi, une des fonctions de l'ordre serait de faire comme pour les médecins, d'obliger les psychologues, et là je parle bien d'obligation, sans problème, à avoir une formation, au moins 2 formations dans l'année. Voilà. Tu vois, les médecins que je forme, il y en a qui viennent parce qu'ils sont obligés dans l'année de se former. Ils ont un panel de formation en phase 2. Ah ben tiens, je vais aller regarder les dangers des écrans sur les enfants. Ok, ça m'intéresse. C'est 2 heures et demie. C'est 2 heures et demie. Tu vois, la formation, elle dure 2 heures et demie. C'est super sympa. Il y a des petits fours et tout. C'est pas la formation. Mais voilà. Et au moins, tu as entendu quelque chose. Tu as continué à te former. Oui, Là, oui, c'est la mais moindre. Quand tu vas voir ton médecin, tu es quand même content que le mec, dans l'année, il ait eu une mise à jour sur les effets des benzodiazépines ou sur la chloroquine, par exemple. C'est à la mode, tu vois. Bon, c'est un minimum, quoi. Ben, quand tu vas voir un psy, tu es quand même content que le mec, s'il a 50 balais, il est un peu dépoussiéré ses cours de la fac. Un minimum. Ah ben je suis content parce que pour une fois, c'est pas moi qui me coltine ce genre de discours. Donc, comme ça, au pire, on prendra les coups tous les deux, on coupera en deux. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais je me dis, alors, j'aimerais bien, si on, alors, par rapport à l'ordre, tu as dit tous les points. Il me semble qu'il en manquait un, mais peut-être que ça a été Oui, fait. donc pour moi, il y avait 3 points. Il y a la reconnaissance du titre, il y a une instance qui soit, si tu veux, le deuxième job pour moi de l'ordre, c'est de faire une interface, donc pas avec le public pour le coup, mais avec les pouvoirs publics. Mhm. C'est-à-dire que quand il y a l'État qui a besoin de s'adresser aux psychologues, qu'ils aient un interlocuteur en phase 2 parce que malgré les tentatives de la Fédération française de psycho, que ce soit le CNP, les syndicats, on n'arrive pas à. Mais je te donne un exemple tout bête. Hein. Il y a eu, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, c'était Marisol Touraine qui était encore ministre de la Santé, qui Ouais. a, je crois que tu as 1000 ou 1500 psys qui se sont pointés devant le ministère à Paris, ils n'auront même pas ouvert les portes. Mhm. Ils n'ont même pas ouvert les portes, c'est pour te dire. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs se sont pointés devant le ministère, on les a regardés, et qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. La réponse est habituellement des organisations est toujours la même. C'est très bien, on est d'accord avec vous. Alors, adhérez à notre organisme et on sera Non, plusieurs et venez donner vos idées. Voilà ce qu'on me non, dit non, perpétuellement depuis des parce que années. oui, mais c'est un faux argument. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai pas envie d'adhérer. Il n'y a pas un mouvement d'adhésion. C'est-à-dire, parce que pour moi, derrière l'adhésion, c'est adhérer soit au fait qu'on soit un syndicat, soit qu'on soit une fédération. Non, on n'est ni l'un ni l'autre. On est une profession, on n'est pas des paramédicaux, on n'est pas des médicaux, on est des psychos. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut laisser tomber un petit peu, il faut tuer le père. Freud était médecin, il faut tuer le père. On ne va pas tuer les médecins, mais par contre, on va arrêter avec cette idée qu'on se construit contre ou avec ou à côté ou en dehors des médecins. On n'est pas des toubibs, on n'a pas vocation à être un morceau de toubib, on n'a pas cette vocation-là. On a vocation à représenter quelque chose qui pour l'instant n'existe pas, c'est-à-dire un domaine qui est la psychologie. Et donc, on n'est ni médicaux ni paramédicaux, on est une autre instance qui est la psycho. Voilà, Hmm. on est ça. Et donc, dans ce champ-là, on a notre expertise s'implique dans ce champ-là. Et Hmm. donc, si tu veux, je n'ai pas à adhérer ou pas à adhérer, j'ai à faire partie d'un corps. Hmm. Et ce corps, c'est l'ordre. Mais les Voilà. psychologues ont-ils un corps? Plus, les psychologues ont souvent tendance à justement se poser la question de ce qui se passe dans la tête. La Ouais, psychanalyse aussi parfois oublie facilement la sensorialité et le corps. ouais. Et on le rappelle à chaque fois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc moi, j'associe là-dessus. En tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que dès que je commence à t'énerver, ça commence à être encore mieux là. Donc Ah, mais là là, aussi, je suis pas énervé, tu il y sais, a mais de je suis un l'énerve. Méditerranéen, donc je parle avec les mains Non, mais je vois et que je mange. quand la machine commence à s'accélérer, mais j'en ai d'autres des phrases qui peuvent t'énerver, hein, mais je m'en fais un peu trop non plus. Mais je pense que c'est une bonne réponse parce que moi, ce qui m'embête, souvent, je leur dis, j'ai pas envie de décider entre papa ou maman. J'ai pas envie d'adhérer à des valeurs particulières. L'intérêt, je trouve, de l'ordre, c'est de se dire, vous n'avez pas le choix, les cocos. Vous faites partie d'une profession et c'est en fait, il y a un sol, vous êtes obligé d'être sur un sol. Après, vous Et, pouvez adhérer à des associations, des syndicats, il n'y a pas de problème. bien Mais il y sûr. a quelque chose qui doit vous réunir tous.
Et il n'y a pas de moi, je fais partie du groupe, moi, j'ai pas envie, et puis moi, je vais aller dans un autre groupe parce que je préfère celui-là. Je me dis que ça devrait être en plus. Tu vois, c'est comme se dire, est-ce que tu as un être humain? Bah, je sais pas. Bah, déjà, tu n'as pas le choix. On est tous des êtres humains. Après, tu as envie de parler une langue ou de changer de nationalité, tu te débrouilles. C'est ton problème. Oui, Mais il puis n'y a pas de moi, moi, je je le ne vois fais plus pas comme, partie. Tu vois? moi, je le vois plus comme est-ce que tu as envie de t'intéresser à cette condition d'être humain ou pas? C'est-à-dire qu'à un moment, si tu as envie de t'intéresser à l'ordre et tu as envie de t'intéresser à ce qu'il y a dedans et ce qui le régit, ben, rentre dans l'instance ordinale, deviens membre des bureaux, deviens, Et puis je d'une sais pas, certaine n'importe manière, ça quoi. serait plus démocratique encore, parce que comme tout le Bien monde y est sûr. très adhérent, si on est bien 60 000 psy, parce qu'on n'est toujours pas au courant, on ne le saura jamais, tant qu'il n'y aura pas d'ordre, mais si on est bien 60 000 psy, on peut imaginer que si quelqu'un est élu, déjà, il devrait contenter la majorité des gens de cette profession, plutôt que la majorité des 2000 personnes qui adhèrent à telle fédération, quoi. Oui, pour moi, le fait de créer cette instance va obliger la profession à évoluer. Ça va nous obliger à évoluer parce que à partir du moment où tu crées une enceinte, tu crées le débat dans cette enceinte. Parce que là, en fait, regarde qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que ça se fasse par ordinateur interposé, que ça soit sur YouTube, c'est une excellente idée. Moi, je trouve que ton idée est brillante. Et en plus, le fait de dire les psys parlent au psy, il y a un côté de Gaulle, tu vois, les Français parlent au français. J'adore le côté un peu résistance. On est parti à Londres pour continuer à faire mieux la profession. Mais c'est ce qui se passe dans tous les hôpitaux. Mhm. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai la chance d'avoir un énorme réseau ici, puisque si tu veux, comme on n'est pas beaucoup, finalement, on se connaît à peu près tous et sur un territoire très étendu, tu vois, qui va jusqu'à Aix avec Serge, alors qu'on est à plus de 100 bornes. Et donc, c'est des discussions qu'on a souvent, mais c'est des discussions qui restent entre nous. Mhm. Si tu Ah non, crées l'enceinte, moi, ça si tu... m'embarrasse en fait. Ça. Je voulais que les gens puissent publiquement entendre, se dire ah bah tiens, lui aussi il pense comme moi, ou Ah ouais. lui aussi, parce qu'il y a un truc à devenir fou. C'est-à-dire que moi, j'avais envie que ça amène un vrai dialogue et un Ah oui. dialogue public et que ça fasse circuler l'information et qu'on sorte un petit peu du cabinet. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, tu vois, ce que je veux dire vraiment d'important, et ce que je veux dire aux psys qui seraient réticents à la création d'un ordre, je veux leur dire, les gars, à un moment, il faut se réveiller. C'est-à-dire qu'on est une profession où on se tape 5 ans d'études, où on est payé au lance-pierre 1400 balles quand tu es échelon 1 à l'hôpital. C'est lamentable. C'est lamentable. Et je veux dire, là, en ce moment, il y a le Ségur de la santé, il y a tout ça. C'est lamentable. On est payé 1400 balles. Il y a certains collègues qui sont traités comme de la merde. C'est-à-dire que les mecs, on les estime même pas, on ne leur parle même pas, on les fout dans un placard. Ah. Euh, Moi, un jour, il y a une cadre de santé dans un précédent poste qui m'a demandé pendant les travaux si je ne pouvais pas réfléchir à comment faire en sorte qu'il y ait moins de bruit dans les chambres. Je peux te dire qu'elle a été reçue. Tu vois. Donc, c'est pour te dire la vision qu'on a du psycho. Donc, les gars, si on veut créer cet ordre-là, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on reconnaisse la profession. La deuxième, c'est qu'on puisse, à un moment, améliorer notre formation de façon à être plus équipé, plus armé, même si j'aime pas la métaphore guerrière, mais plus armé pour faire face à la pratique. Et la troisième chose, c'est qu'on puisse réclamer une reconnaissance salariale qui soit à la hauteur du job qu'on fait et des responsabilités qu'on va prendre. Hmm. C'est pas pour contrôler, c'est pas pour quoi que ce soit, c'est simplement pour ces raisons-là. C'est la logique. Moi, j'adopte cette même logique depuis le début. Et ce qui m'embarrasse, c'est quand des organisations disent à l'État dans des lettres ouvertes, on exige, on exige, on exige. À chaque fois, je suis mal à l'aise parce que je me dis, en fait, on doit passer pour des guignols et Oui, exiger. J'ai envie de dire, bah, déjà, quand bien on sûr, aura bien rangé chez nous et qu'on aura refait la déco et qu'on se bien sera sûr. bien rangé en rang par deux, on pourra peut-être commencer à exiger quelque chose. Mais je vais je vais te raconter un truc, Maximilien. Moi, là, j'ai fait des, tu sais, des entretiens d'embauche quand je suis sorti de la fac, mais je me suis senti humilié. Je me suis senti humilié, c'est-à-dire que je n'avais, en plus de ça, je n'avais personne vers qui me tourner. Mhm. C'est-à-dire que à un moment, j'ai fait un entretien d'embauche où c'est un type qui était, je sais pas ce qu'il était, je sais même pas ce qu'il était, tu vois. Ouais. Je crois que le mec était éducateur ou un truc comme ça, où le gars nous a réunis autour d'une table, on était cinq ou six, il nous a filé une feuille en nous disant
Vous allez répondre à des questions et puis je vais regarder. Et puis celui qui aura le mieux répondu ben, aura le poste. En gros, en substance, c'était ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais 2 minutes. Est-ce que si demain, tu veux embaucher un toubib, c'est l'infirmière qui va l'évaluer? Tu es qui pour évaluer? Hmm. Tu as quelle formation? Tu as quelle place? Tu vois ce que je veux te dire? Et le pire dans cette histoire, moi j'ai pris ça, je me suis levé, je me suis barré. Je te dis, tu as remarqué que je suis un petit peu méditerranéen, je suis parti. Euh, les autres sont restés, putain. Bah oui, Les autres parce sont que restés. tu as faim et qu'il faut bien que tu payes ton loyer. Exactement, c'est exactement ça. Alors, C'est exactement je ça. t'attrape sur une question, parce que dans une interview qui va paraître un peu avant la tienne, j'ai un collègue qui nous rappelle que c'était en partie, il y en a peut-être eu d'autres, le SNP qui avait lancé une conférence, je crois en 2008, de mémoire, et qui parlait de l'inféodation. C'est le terme qu'on utilise toujours. Je ne sais pas qui a lancé ce premier mot au début, mais il est quand même pas mal. L'inféodation possible des médecins sur l'ordre des psychologues. Et donc, moi, évidemment, ça me travaille, mais de moins en moins parce que je ne sais pas quoi faire avec cette question, enfin, avec cette affirmation. On part quand même du principe que si un ordre des psys se crée, il y aura forcément les médecins qui vont le piloter. Qu'est-ce que tu. Je Comment. comprends. Alors, est-ce qu'il faut répondre à toutes les folies? Je ne suis pas Non, mais sûr. c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un médecin qui peut. Enfin, je comprends. En fait, si tu veux, pour Il n'y être a, tout pas à de- fait honnête avec il toi, y a je ne aucune comprends logique. pas. Je ne comprends pas l'idée. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un médecin Eh qui ben, moi, je piloterait me ça? suis dit hier, j'y ai repensé un instant et je me suis dit, bah, parce que d'une certaine manière, on n'est toujours pas classé proprement, peut-être au niveau du gouvernement, qu'on a une place pas claire et que si on veut faire un ordre sans clarifier notre place, peut-être que les médecins pourraient être amenés à devoir gérer ce truc-là d'une certaine manière. Et que peut-être en clarifiant notre filiation, c'est-à-dire on est une profession de santé ou on n'en est pas une, puisqu'on n'est pas une profession de santé. Et pour certains, on l'est. On en arrive à se demander si on en est une ou pas. On n'a pas de reconnaissance sécu, on n'a pas de reconnaissance des actes. Et ça, c'est des questions que j'aimerais poser lors de débats. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais je crois qu'il faudrait clarifier toutes ces choses-là aussi. Et le Ben, problème, c'est déjà, qu'on commence à faire un ordre à demander aux gens. Est-ce qu'on commence à clarifier avant et après on fait un ordre? Le problème, c'est que le souci est systémique. Il est à différents endroits, en fait. oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais déjà, on n'est pas une profession de santé. Pourquoi on ne serait pas une profession de santé? Pourquoi Ben, est-ce on que les n'est pas psychiatres. reconnu comme une profession de santé avec des actes de la sécurité sociale. Ah oui, Donc, donc c'est bien ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est une vision de la santé par la Sécu. Donc c'est la Sécu qui dit si on est profession de santé ou pas. D'accord. OK. Moi, je suis désolé, quand j'interviens à l'hôpital des fois, j'ai vraiment l'impression d'être un professionnel de santé. oui, oui, ça, Et je ça, l'entends. et Ça, c'est je- pas parce que je suis un professionnel de santé, parce que c'est l'argument qu'on oppose, la santé dans le champ médical. Hmm. Écoute, pour connaître beaucoup de médecins, je peux te dire qu'il y a beaucoup de médecins qui reconnaissent avec une grande humilité, qui ne comprennent rien à la psychologie, qui sont bien contents quand tu es là et quand tu fais le job. Donc, si tu veux, cette espèce de fantasme que les médecins seraient derrière nous, comme ça, c'est ce que je te dis. C'est vraiment la métaphore du gamin qui évolue et qui est ado, qui à un moment dit à son père, mais arrête de me suivre. Son père lui dit, mais je te suis pas. C'est parce que tu aimerais que je te suive que tu crois que je te suis, en fait. Mais je te suis pas. Moi, je lui répondrais ça. Bon, peut-être qu'il avait envie d'être médecin, ce type-là, je sais pas, j'en sais rien. Il y a Mais d'autres problématiques. Il y a d'autres problématiques par rapport à la profession qui te semblent importantes parce qu'on est beaucoup sur l'ordre. C'est très bien, hein, mais ouais. il y a d'autres Mais, choses qui me paraissent. ouais, la formation, la formation, c'est le deuxième grand volet que moi que je voudrais aborder. Mais c'est inhérent à la question de l'ordre, mais on peut l'apprendre à part. Ça me Mais paraît la plus simple formation, moi, ça me paraîtrait plus simple de créer un ordre que de réussir à bouger l'université. en fait, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que Oui. si tu demandes, par exemple, aujourd'hui, par exemple, moi, je regarde beaucoup les États-Unis. J'aime bien ce qui se fait là-bas et j'apprécie particulièrement la formation aux États-Unis. J'ai eu un prof qui a été formé aux États-Unis qui nous a expliqué un petit peu comment ça a fonctionné et j'ai été séduit par ça. Aux États-Unis, il y a le PhD et il y a aussi un PD, un Psychological Doctorate, qui fait que les mecs ont un doctorat en psychologie mais en pratique. Et ce prof nous racontait qu'en fait, pendant ton doctorat, ces 3 ans de doctorat-là, plutôt que de faire une thèse, en fait, on leur demandait par année de doctorat, donc 3 ans, on leur demandait de se spécialiser dans une approche.
les TCC, la systémie, etc., etc. Mhm. Si bien que quand les types sortaient de la fac, ils maîtrisaient à minima 3 approches. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand le mec ouvrait en libéral, il était considéré comme junior. Et donc, il fallait qu'il soit parrainé, compagnonné, supervisé, comme tu veux, par un psy senior. Voilà. Ce qui fait que le mec, quand il avait une situation qui lui posait problème, il avait quelqu'un à qui en référer, il avait derrière un support, il avait un soutien, il avait quelqu'un qui, voilà, qui pouvait appeler, qui pouvait. Donc moi, je pense qu'en France, ce qui serait intéressant, c'est de dire, OK, on va en demander plus aux psychos, on va les payer plus, on va en demander plus, mais il faut que eux… C'est la formation. Eh oui, eh oui. Donc ce qui veut dire qu'à partir de la licence, à partir de la 4e année, tu commences à faire une sorte d'internat. Une sorte d'internat. Est-ce que Pendant un an. alors on n'aura pas la réponse en 2 secondes, j'en suis sûr, hein, mais est-ce que l'université en France peut, parce qu'il y a, bon, après on pourra ouvrir le débat pendant 8 heures, mais moi il me semble que vu ce qu'on peut fournir, ce que tu demandes est très séduisant ailleurs, mais alors je me dis en France, pour en arriver là, tu vois, on n'a toujours pas de liste pour faire des stages, c'est toujours un bordel sans nom. Oui, mais si tu veux, si à un moment il y a une commande… On est là, quoi, tu vois. Donc, ouais, mais si tu veux, bien sûr que ça ne se répond pas en 2 minutes, je suis d'accord avec toi. Mais à un moment, alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté. C'est-à-dire que tu vois, on parlait c'est bien, mais à un moment, il faut foutre les mains dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tu as une commande, à un moment, tu vas être obligé d'honorer la commande. Pas compliqué. Tu es obligé d'honorer la commande. Donc, ce qui veut dire aussi que peut-être laisser rentrer dans le parcours de psy des milliers et des milliers d'étudiants dans ce parcours-là sans avoir un minimum d'exigence au début, ça ne le fera pas. Et là encore, je fais une analogie avec les médecins, et là encore, je fais une analogie avec les avocats, on peut le faire l'analogie avec plein de professions. Mais à un moment, les mecs, ils ont compris qu'il fallait un petit peu réguler l'entrée de façon à ce qu'il y ait moins d'étudiants, de façon à ce qu'il y ait un enseignement de meilleure qualité, de proximité. Moi, les premiers profs à la fac, je leur ai parlé, j'étais en master, c'est pas normal. Alors que j'avais 10 milliards de questions à leur poser. Tu vois, quand j'ai commencé ma première année, mon premier cours de fac, il y avait 2 amplis qui étaient blindés. Pas normal, tu peux pas faire ça, tu peux pas travailler dans les bonnes conditions comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, donc à un moment, on le sait, c'est connu comme ça en fait. Comment tu vois, toi, la profession dans 10 ans si on reste comme ça et qu'on ne bouge pas? Là, moi, je vois deux sorties possibles. Première, rien ne bouge parce que finalement, il ne se sera pas passé grand-chose. Et puis, bon an, mal an, on va continuer. Tu vois, donc, tu vas continuer à poursuivre un petit peu ces inégalités de professionnels. Tu tombes sur un bon psy, tant mieux. Tu tombes sur un psy qui ne se forme pas, tant pis. Bon, voilà, on va avancer comme ça. Deuxième, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il va se passer quelque chose de dramatique. Il va arriver un drame. On l'a frôlé il y a quelques années, il faut savoir qu'on l'a frôlé. Il y avait un psy, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il était, qui foutait ses patientes à poil. Ça a failli nous coûter très cher, il faut le savoir. Il se passe un drame de cet ordre-là, et puis le législateur s'emparera de la question. Il faut savoir que beaucoup de députés sont médecins quand même, donc ils auront une approche forcément médicale et on ne pourra pas leur reprocher parce qu'on ne se sera pas bougé avant. Et ils nous diront, mais à partir de maintenant, c'est comme ça. Voilà. Et puis, vous allez être sur prescription médicale. Et puis, donc, merci. Les médecins, je peux te dire un truc, c'est que les médecins ne veulent pas ça. Moi, la plupart des médecins ne veulent pas ça parce que se dépatouiller avec cette question-là, ça les emmerde. Donc, ils ne veulent pas. Donc, on sera sur prescription médicale à 23 balles la séance et vous vous débrouillerez. Maintenant, il faut savoir autre chose, c'est que le ministre de la Santé qu'on a actuellement, Olivier Véran, il y a quelques années, il était encore député de l'Isère, a fait un constat qui était qu'il y avait de moins en moins de psychiatres et qu'il y avait de plus en plus de psychologues. Ouais. Et il a eu une remarque assez intéressante qui était qu'il s'est rappelé que les psychologues cliniciens étaient formés au diagnostic psychopathologique. Et que du coup, ça pouvait être intéressant de réfléchir à ça. Et donc, moi, dans l'idée que j'ai, ça peut être intéressant que, par exemple, dans les 3 ans qu'on va rajouter à la fac, à la formation de psycho, il y ait un module de pharmacopée qui puisse, pour les psychologues qui le veulent, se former à la pharmacopée de façon à pouvoir pallier dans certains territoires ou dans certaines institutions où les psychiatres font défaut, assurer ces fonctions-là.
Ok. Bah, je pense que ça soulève plein de questions, hein, parce que en théorie, c'est censé être attaché à beaucoup, beaucoup de cours bien en amont. Après, on peut aussi imaginer que c'est pas parce qu'on prescrit qu'on a réfléchi à chaque fois précisément. Et je sais aussi que quand on a 10-15 médicaments sous la main, bah, on prescrit sans avoir forcément une réflexion sur chacune des molécules et ce qui va se passer. Donc, je ne suis pas sûr que les psys seraient forcément pires que les psychiatres par moment. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, on en a brassé des choses. Je me dis que peut-être pour pouvoir conclure, quel conseil, et là ça va être pas mal, tu pourrais donner aux futurs psy, aux futures générations de psy, psychologues, étudiants. Alors tu vas certainement leur dire d'être responsables et de ne jamais se faire insulter par quelqu'un qui peut de leur profession et d'aller jusqu'au bout. Mais dis-moi, Non, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Plus sérieux. ben, alors c'est un peu compliqué parce que tu sais, moi je pratique depuis moins de 10 ans, donc je suis pas, Ben je oui, me c'est pas considère, grave. ouais, Parle aux en étudiants fait, alors. ouais, ben, je vais leur donner le conseil que j'ai donné aux étudiants que j'ai eu quand j'étais chargé de cours. Ouais. Euh, c'est d'abord de lire, de comprendre que quand les profs vous disent je vous invite à lire, ça veut dire lisez, c'est pas une invitation, ça devrait être un ordre. Donc lisez. La deuxième chose, c'est aller sur le terrain. Même si vous êtes en L1, même si vous êtes en L2, allez sur le terrain, allez voir ce que c'est que le travail de près, parce que c'est à la chaleur de la pratique qu'on va comprendre et qu'on va faire naître des questionnements qui nous permettront de mieux pratiquer plus tard. Et la troisième chose, c'est soyez fiers de ce que vous êtes. Il faut être fier d'être psychologue. C'est pas honteux. C'est un métier qui est magnifique. Et si on est tous fiers de faire ce boulot, alors il faut qu'on le valorise, alors il faut qu'on le fasse exister, et alors il faut qu'on porte l'étendard de ce métier. Voilà. Bon, c'est très pertinent parce que j'ai fait l'interview qui va paraître avant la tienne. C'est une interview d'une enseignante chercheuse en Tunisie. Et elle parlait de la question de la fierté que les étudiants devaient avoir. Voilà. Donc, même à travers les frontières, Eh on se ouais, pose cette question. Super, super. Je pense que ça va remuer un peu tout le monde. tant mieux, c'est l'objectif. Voilà, et je pense que ça fera pas de mal, quelle que soit la décision, qu'on puisse changer un peu de point d'équilibre à un moment donné. Peut-être que ça permettra que ça ronronne un peu moins et puis qu'il arrive d'autres questions, parce que pour ma part, je suis toujours embêté d'entendre les mêmes questions, en fait. Et comme il n'y a pas de réponse, et ben c'est les mêmes questions, et les mêmes questions, Oui. et les mêmes questions. Et il y a quelque chose d'un peu fou quand même. Hein. Bien sûr, ouais, tu frôles Ouais, la psychose des fois avec le point de certitude, quoi. exactement. Ah ouais. Je te remercie, Damien. C'était Ouais, je t'en prie, super. merci à toi. Et puis, je pense que je vais t'embaucher pour des débats. Voilà. Ouais, sans souci, avec grand plaisir. Bon, à bientôt. Merci pour tout. À bientôt. Ciao.